Le braqueur du dirigeable. C'était encore ces années folles où l'on pouvait en toute impunité survoler Paris. Personne ne pouvait l'en empêcher, aucune police n'était alors capable d'arrêter qui que ce soit dans les airs. Rares étaient les maîtres du ciel. Malgré sa réputation fumeuse de secte ésotérique malfaisante, la société des vieilles têtes à longs chapeaux possédait quelques beaux fleurons de la flotte aérienne française. Les têtes pensantes de cette brochette de nécromants avaient un penchant très marqué pour les engrenages et les embrayages, les combustions spontanées comme carburant révolutionnaire d'avenir, l'écurie en plat comme en savant, et tout ce qui permettait d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B, en dehors de la télépathie et de la téléportation. En cette nuit fraîche de 21 décembre, leur célèbre et convoité Thunderbolt avait quitté un peu précipitamment son amarrage au pied de la tour Eiffel pour prendre une altitude inattendue. Le Thunderbolt avait la réputation d'être un petit palais volant. Il possédait une très longue et large cabine sous l'impressionnante enveloppe volatile. Cette nacelle comptait plusieurs pièces, pas moins de 19 ou 20. Et encore, on parlait aussi de caches secrètes. Souvent présentés sous leurs allures cossues et confortables de mini-chambres de palace niçois, ces espaces pouvaient être rapidement aménagés pour divers usages, par une petite armée de valets polyvalents, tous rompus aux techniques de vol. Si la passerelle de vol, la salle des cartes et l'office cuisine étaient à peu près inamovibles, les autres pièces pouvaient se jouer des cloisons et des décors pour se transformer à volonté en chambres, salons, bureaux, laboratoires, palais ou prisons. Le Thunderbolt regorgeait aussi de gadgets et d'innovations improbables en cette époque évaporée. Ces inventions étaient dues au génie avant-gardiste de Herr Kleinwerk, ingénieur miniaturiste bavarois aux doigts d'or, et aux folles équipées de l'esprit fécond mais légèrement original du comte Tryphon Maupertuis d'Albi. Le multilauréat du concours Lépine était prématurément décédé à l'âge de 99 ans en 1919, alors qu'il aurait pu encore enrichir de centaines d'inventions farfelues mais efficaces l'arsenal postmoderne de la société des vieilles têtes à longs chapeaux. Même son amour-propre ne s'était jamais remis de voir l'une de ses plus belles inventions dépossédée du prix Lépine en 1907 par le prosaïque aspirateur Birom, que Maupertuis avait inventé 15 ans auparavant, mais négligé, hormis pour son usage domestique propre au manoir. Si les doigts du géant du gel de Noël essayaient déjà de recouvrir l'aérostat de givre, à l'intérieur l'ambiance était surchauffée. Entre chien et loup, l'équipage avait pincé un mont en l'air indésirable. L'imprudent, indélicat, avait essayé de pirater le dirigeable. Le gredin n'avait pas de chance. Le grand silence n'était pas là. Muet, le gourou des vieilles têtes à longs chapeaux comprenait pourtant tout à demi-mot. Aussi malchanceux qu'un gourmand en plein carême, le voleur volant était tombé sur un soir morne où l'engin était confié à la garde du redoutable homme sans regard, que l'ennui rendait systématiquement cruel. Si tant est qu'il eût besoin d'une excuse pour l'être. En fait, c'était encore pire que cela. Le pirate de l'air avait lui-même fourbi son malheur. Ignorant que le bras armé de l'ordre se reposait dans le dirigeable, il avait lui-même, par une habile diversion, éloigné le grand silence du ballon en pensant qu'il aurait plus de facilité à s'en rendre maître si son maître n'était pas là. Fatalitas, le pire des deux lui était tombé sur la couenne. Fort heureusement, Salomé et Yokanahan étaient là. Sinon, sans autre forme de procès, le membre le plus implacable des vieilles têtes à longs chapeaux aurait déjà jeté par-dessus bord le passager clandestin mal intentionné. Mais danseuse mystique et voyante des célébrités mondaines ou politiques, Salomé avait réussi à jouer de ses charmes, au sens magique du terme, pour influencer le tueur aux yeux complètement noirs. Elle avait réussi à le convaincre d'interroger le suspect avant de le saborder à l'aplomb du pont Mirabeau, sous lequel coule la Seine. Vu la tournure que prenait la garde à vue, Salomé commençait à regretter de ne pas avoir abandonné l'ivrogne Maflu à la clémence d'une mort rapide.
voire de ne pas l'avoir exfiltré avant que l'homme sans regard n'ait été averti de sa capture. Le prisonnier avait été ligoté sur une chaise en ferraille avec des cordages qui servaient à assujettir les provisions et marchandises dans la soute prévue à cet effet. Déjà, son œil gauche s'ornait d'un coquard qui n'avait pas fini d'enfler. Bientôt l'œil serait complètement fermé. Mais l'Olibrius n'avait rien trouvé de mieux que de tenter d'échapper au commandant en hurlant « Laissez-moi partir, j'ai du travail, moi !» Ce qui passa pour une provocation anarchiste insolente. L'homme sans regard avait alors pris les choses en main. S'il se retenait un peu sur les sévices physiques, car le pirate de l'air avait de faux airs qui lui rappelaient quelqu'un, sans savoir qui, il lui mettait psychologiquement et verbalement une pinte de pression bien amère. Alors, le joufflu en collant noir, on s'habille façon petit rat de l'opéra en deuil et on se prend pour le roi des monts en l'air ? Pas de réponse. Tête baissée, le gros barbu à l'œil fermé paraissait sommeiller. Tu t'es cru gonflé à l'hélium ? Tu veux faire le vol plané du siècle, peut-être ? Silence. Je n'ai pas de chance dans la vie. Je suis mort sur le bûcher et je suis revenu juste pour subir des taiseux à longueur de siècle. Et ainsi de suite. Finalement, l'homme finit par murmurer « Il faut me laisser partir. Les enfants m'attendent. » Ah, parce que le pirate a de la marmaille en plus. Tu voulais leur offrir 5 semaines en ballon pour Noël, mon pépère ? Et c'est là que l'homme sans regard se tut et leva ses yeux entièrement noirs derrière ses verres opaques vers Salomé Yocanahan. Elle non plus ne bougeait plus. Elle aussi redoutait d'avoir compris. Et le gros en noir de continuer, la voix pâteuse comme s'il avait abusé du gros rouge. « C'est pas les miens, c'est ceux de la tournée. J'ai un problème. Mes rennes sont malades, j'avais besoin d'un plan B pour la nuit du 24 au 25. Alors, je me suis dit emprunter un ballon pour les gosses. Vous comprenez ?